Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une longue vidéo. Comme d'habitude, à l'orée de la nouvelle saison, je vous prépare généralement mon classement de Ligue 1 et de Première Ligue. La Ligue 1, ça arrive dans quelques jours à peine. La Première Ligue, c'est pour aujourd'hui, une saison de championnat d'Angleterre qui s'annonce super excitante. Et comme d'habitude, j'ai voulu vous donner mes quelques impressions, ça sert en gros pas tant de pronostics que de preview pour décortiquer l'ensemble des équipes, vous donner quelques idées sur l'ensemble des équipes qui participent à cette saison de Première Ligue. L'année dernière, on avait été pas trop mal, je pense que c'était la meilleure édition de ces pronos, de ce classement. L'année dernière, on avait eu le top 4, on avait trouvé le top 4, pas exactement dans l'ordre, mais j'avais Man City champion et j'avais Chelsea 4ème, on avait juste inversé Liverpool et United. On avait 2 des 3 relégués aussi, je crois que c'était West Brom et Fulham, donc ça c'est pas trop mal non plus. J'avais été beaucoup trop optimiste, je me souviens, pour Brighton et Southampton, que j'imaginais plus haut, que je voulais sans doute voir plus haut, des équipes joueuses qui me plaisaient plutôt, qui ont fini plus bas qu'escompté. En revanche, on avait été très juste pour Tottenham, que j'avais mis 7ème, qui a fini 7ème, malgré un début de saison assez emballant. Je me souviens d'avoir vu notamment un match, je crois que c'était contre Southampton, où au niveau de la production, voilà, ils avaient été bien trop payés, bien mieux payés que leur production réelle. Je rappelle aussi, juste avant que cette vidéo démarre, qu'elle est sponsorisée par BetClick, qui est mon partenaire pour cette saison, comme la saison dernière, d'ailleurs, vous avez 100 € offerts avec le code promo WILOU sur BetClick, sur votre premier pari, 100 € remboursés s'il est perdant, en pari gratuit. Voilà, je vous mets tous les liens qui expliquent ça encore mieux en description, en commentaire. Et on est parti à la 20ème place donc, où j'ai mis, et on commence tout de suite par un crève-cœur en réalité, parce que j'ai mis Norwich, une équipe que j'aime beaucoup, dont on avait parlé il y a 2 saisons maintenant, et qui m'avait beaucoup plu en Championship à l'époque, la saison précédente. Mais voilà, ils ont perdu Emi Buendia, qui est parti pour quasiment 40 millions d'euros à Aston Villa, donc une très grosse vente, mais une vente significative. Ils ont réinvesti cette somme dans plein de petits paris. Il y a la paire Rachica-Sargent du Werder Bremen, qui est assez intéressante. Le grec Tsolis aussi, 19 ans, acheté 11 millions d'euros, c'est un peu leur gros investissement. Pierre Lesmelou, Ozan Kabak, à voir, voilà, c'est juste pour montrer à quel point ils sont allés un petit peu partout, ils ont pris une dizaine de joueurs. Bon, il faut qu'il y en ait plusieurs de ces paris qui payent pour avoir un rendement intéressant. Billy Gilmour, ça c'est une super pioche. Brandon Williams de Manchester United aussi, je pense que pour les suiveurs de Premier League, c'est assez excitant de voir ces joueurs engranger vraiment beaucoup de minutes. J'aime beaucoup Daniel Farke, j'aime beaucoup Norwich, mais combien de joueurs de qualité Premier League est-ce qu'il y a réellement dans cet effectif? Et est-ce que leur parti pris, qui est fondamentalement très joueur, est-ce que ça peut fonctionner en Premier League avec cet effectif? Je sais pas, ils ont démarré la saison avec 3 défaites. Bon, maintenant, on va essayer de mettre un petit peu de nuance là-dessus parce que c'était contre Liverpool, Manchester City et Leicester. Globalement, j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie d'être positif avec Norwich. C'est une équipe à suivre, pour sûr, individuellement, avec toutes ces jeunes pépites, comme collectivement, le jeu prôné par Daniel Farke. Il y aura des choses à voir, même si ça se passe dans le camp de Norwich, même si c'est beaucoup de buts encaissés par Norwich, il y aura des choses à voir. Un effectif très international de manière générale, quelques pépites. Est-ce que ce sera assez pour se sauver? De mon point de vue, non. Donc voilà, Norwich 20ème à regret, suivi ensuite, et peut-être un peu moins à regret, par Burnley 19ème. Je les trouve en gros très légers devant pour une équipe dont l'idée centrale c'est de défendre bas, de verrouiller la surface et de contrer. Je trouve qu'ils font pas vraiment les bons choix en transition offensive, comme ici contre Brighton, où Goodmanson ne lance pas Chris Wood alors qu'il y a l'espace pour le faire. Maxwell Cornet, c'est leur acquisition quasi record, je crois que c'est leur 4ème transfert, leur 4ème recrue la plus chère de leur histoire. Je le vois pas vraiment fonctionner à Burnley, je doute un peu de sa qualité d'intégration, de ce qu'il peut apporter en Première Ligue. Vraisemblablement, il va plutôt jouer en tant qu'ailier, en tant que joueur offensif. Mais voilà, ils ont fini 17ème l'année dernière, ils sont un petit peu sur le déclin, en tout cas quand on regarde leur saison dernière. Et aujourd'hui, alors que l'année dernière, voilà, Fulham, West Brom, on pouvait dire Sheffield si on l'avait senti, il y avait pas mal d'équipes qui semblaient être quand même en dessous de Burnley. Aujourd'hui, Burnley me semble être largement dans les 3 équipes les plus faibles du championnat. Donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, ils finissent 19ème, suivi ensuite, et c'est notre dernier relégué, suivi ensuite de Newcastle. Alors, à voir, parce qu'il y a quand même Alan Saint-Maximin, qui est une raison à part entière pour suivre Newcastle. Il est vraiment très télégénique, c'est un super Alan Saint-Maximin qu'on a. Ils ont recruté Joe Willock en plus, et un teenager mexicain, Santiago Munoz, ça s'invente pas. C'est quand même assez comique, un gros potentiel marketing autour de Munoz, à voir ce que ça donnera. Maintenant, il n'y a pas une super base, la défense est très moyenne, pas une super ambiance autour du club en plus. De la même manière, je vois pas beaucoup d'équipes qui sont en dessous de Newcastle, et ils pourraient accrocher cette 18ème place, même si ça me semble plus serré que pour la 20ème et la 19ème, que pour Norwich et Burnley.
Voilà, Newcastle 18ème, à voir. 17ème, j'ai mis Watford, le deuxième promu de ce classement pour l'instant, Norwich et Watford qui sont promus cette saison. Un recrutement un peu hétéroclite du côté de Watford, mais assez intéressant. Imran Louza de Nantes, Emmanuel Dennis de Bruges, on se souvient de son très gros match contre le Real Madrid, c'était la saison dernière ou la saison d'avant, peut-être la saison d'avant. Moussa Sissoko aussi, mais Danny Rose, Kuška, le Slovaque ex-Parme, dont on avait pas mal parlé dans l'épisode de Retour Slovaquie à l'époque, le Norvégien Josh King aussi. Ils ont toujours Ismail Assar qui est vraiment leur joueur phare, ils ont à 19 ans Joao Pedro qui a surveillé. On va en apprendre plus sur leur manager espagnol que je connais pas du tout, Chisco, qui est au club depuis 6 mois maintenant. Voilà, je les ai trouvés assez intéressants contre Tottenham, leur match contre Tottenham il y a quelques jours, très prolifique en ouverture contre Aston Villa aussi. Ils pourraient faire nettement mieux que 17ème, c'est vraiment pas quelque chose que j'exclus. Pour moi, ils vont se sauver. Maintenant, le retour en Première Ligue, plus beaucoup de nouveaux joueurs à intégrer, je pense que ça fait partie du plan d'un promu, un peu comme ce que Norwich a fait, mais peut-être encore plus pour un club qui, il me semble, est toujours détenu par la famille Pozzo, Udinese, Watford, qui fonctionne pas mal avec le trading joueur. Voilà, beaucoup de nouveaux joueurs à intégrer, des repères à trouver, comme sur cette grosse occasion contre Tottenham où King et Sarr se marchent un peu dessus. Est-ce que ça peut finir beaucoup plus haut que cette zone rouge? Déjà, s'ils se sauvent, je pense qu'ils seront contents. Donc ça, c'est Watford. 16e place, j'ai mis Southampton, une équipe que j'aime beaucoup, comme vous le savez. On y avait consacré une analyse entière la saison dernière. Un renouvellement de l'effectif pour eux, avec pas mal de jeunes qui ont été recrutés. 6 joueurs cette saison, cet été, qui ont été pris entre 17 et 24 ans, dont Romain Perrault, qu'on connaît bien. Le petit Livramento de Chelsea aussi dans le couloir droit, qui a l'air super intéressant. À moyen terme, beaucoup de mouvements qui pourraient s'avérer être intelligents. Maintenant, dans l'autre sens, ils ont aussi perdu Dan Ings, leur buteur fétiche, qui est parti à Aston Villa, et Yannick Vestergaard, le défenseur central que j'adorais, qui faisait des transversales de 50-60 mètres en oblique, vraiment impressionnante. Donc leur colonne vertébrale a été un peu amputée aux deux extrêmes. Dans l'absolu, et à nouveau à moyen terme, je pense que c'est pas si mal d'avoir cédé Vestergaard et Dan Ings. Ils ont été vendus les deux ensemble pour 50 millions d'euros à peu près, alors qu'il leur restait à chacun 1 an sur leur contrat. Donc c'est plutôt des bons transferts qui ont été réussis à Southampton. Maintenant, à court terme, ça reste quand même des pertes significatives. Est-ce qu'on peut se dire qu'ils se sont vraiment renforcés pour cette saison? Pas sûr. Maintenant, je crois encore beaucoup en Hasenhüttl. Je pense que c'est un super coach et que plus tu lui donnes de temps, plus tu vas avoir de belles choses. Du côté de Southampton, ça reste une équipe qui est très joueuse, qui sait embêter les gros. Ils ont gardé James Ward-Prowse aussi, ce qui leur permet d'être encore très dangereux sur coup de pied arrêté, ce qui rapporte beaucoup de points en Première Ligue. L'année dernière, ils finissent 15e. Je les vois faire à peu près pareil cette année. J'ai mis 16e. Crystal Palace, c'est mon 15e. Ils ont toujours Zaha, Eze qui va revenir de blessure. Ils ont pris Joachim Andersen, Hudson-Edouard, Mark Guehi, Conor Gallagher, prêté par Chelsea, qui a l'air d'être un joueur assez sympa. Maintenant, coaché par Patrick Vieira, je dois dire que ça ne me donne pas une super impression de ce que peut donner Crystal Palace cette saison. C'est une équipe qui est globalement assez constante, qui est revenue en Première Ligue il y a 8 ans, 8 saisons où ils ont fini à chaque fois entre la 10e et la 15e place, les deux dernières à la 14e. Ouais, je les ai mis 15e sans grande conviction, je pense qu'ils seront à peu près dans cette zone à nouveau, mais peut-être un peu plus bas avec Patrick Vieira, que je ne vois pas comme un très grand coach pour l'instant. Ça, c'est Crystal Palace 15e, 14e, et c'est peut-être la première surprise, un peu slash déception de ce classement. J'ai mis Leeds 14e. Ils ont gardé leur base, ils ont encore Bamford, ils ont encore Rafinha, qui est vraiment un top joueur, sacré but d'ailleurs contre Everton il y a 15 jours. Ils ont encore Calvin Phillips, ils ont validé le transfert de Jack Harrison, ils ont encore Marcelo Bielsa évidemment. Ils ont peut-être payé Dan James un peu trop cher, donc voilà, ils ont quand même une bonne équipe. Le retour du public à Ellen Road, c'est un bon point pour eux. Maintenant, entre le reste de la Première Ligue qui s'est bien renforcé, le fait qu'ils bénéficient peut-être moins d'un effet de surprise que l'année dernière, peut-être moins de motivation aussi, moins d'énergie, ça c'est possible aussi quand t'enchaînes les années avec Bielsa, et une défense qui est très loin de me rassurer. Je les vois encaisser encore beaucoup de buts cette saison. Ouais, voilà, je les vois nettement moins haut que leur 9e place en 2020-2021, et donc 14e, c'est peut-être un peu bas pour Leeds, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est à peu près dans cette zone que je les vois, on va dire entre 14 et 10, un peu. 13e Brentford, alors un promu dont on connaît mine de rien pas mal de choses, c'est le promu que j'ai mis le plus haut sur ce classement. J'en avais pas mal parlé dans mes 10 équipes à suivre cette saison, donc vous aurez encore plus de détails si vous allez voir cette vidéo. Mais j'avais vu leur match contre Arsenal, j'avais trouvé une équipe super positive, mais pas naïve. Ça c'est peut-être important pour un promu en Première Ligue, surtout pour un promu un peu joueur, ils le sont. Mais ils sont aussi très performants sur coup de pied arrêté, assez robustes et solides derrière. Voilà, ça me semble être une machine assez bien huilée, un club bien géré, mais aussi à court terme, une équipe
équipe qui peut performer, qu'a Ivan Toney aussi en pointe, Brian Mbeumo, plein de joueurs super sympas, mais globalement, voilà, une équipe assez robuste et solide. 12e, les Wolves, alors le maillot que je porte aujourd'hui, les Wolves, retour de Raúl Jiménez sur ce début de saison après une longue période de blessure, ça va leur faire du bien, parce que globalement, ils sont très très mal payés sur les 3 premières journées, qu'ils ont perdu chacune 0-1, 1-0, aucun but marqué, alors que pas une mauvaise production dans son ensemble, juste énormément de ratés devant le but, à l'image d'Adama Traoré contre Tottenham, un face-à-face gâché, quasiment le même contre Leicester aussi. Donc comme on l'a dit, le retour de Raúl Jiménez va leur faire du bien, ils ont toujours plein de joueurs très très excitants, Adama Traoré évidemment, Daniel Podence, Fabio Silva, Ait Nouri qui pour l'instant joue très peu, mais qui de mon point de vue a à terme vocation à prendre la place de Marsal sur ce rôle de piston gauche. Tout de même, recrutement de Trincao cet été, ça c'est quand même une belle pioche. Hee-chan Hwang aussi. Peut-être une saison de transition un peu pour eux avec le départ de Nuno Espirito Santo qui était là depuis un moment, l'arrivée de Bruno Lage. Je serais pas surpris qu'ils aillent un peu plus haut encore. Et je pense en tout cas qu'ils vont transformer un peu ce mauvais début de saison. Je pense qu'il faut pas le lire comme il est. Pour l'instant, ils sont 19e de Premier League ou 18e avec 3 défaites. Mais ce bilan comptable masque la réalité de leur production. Ils ont montré beaucoup de choses très positives. Pour moi, ils pourraient finir même nettement plus haut que 12e. Attention aux Wolves cette saison, en tout cas ce serait une équipe sympa à suivre parce qu'il y a plein de joueurs très tranchants, percutants et sympa à regarder. Voilà pour les Wolves. 11e Brighton, alors ça ce serait peut-être que je renouvelle mon erreur de la saison dernière en étant encore très optimiste sur Brighton, je crois que je les avais mis 11e justement. Mais en fait mon pari c'est qu'ils vont être plus efficaces cette saison. Comment est-ce qu'ils pourraient l'être moins? L'année dernière, ils engrangent 61,41 expected points, c'est 20 expected points de plus que leur total de points réels au classement corrigé. Au lieu d'être 16e en 2020-2021, ils ont fini 16e. Au classement corrigé en fonction des expected points, ils seraient 5e de Premier League. Il y a un énorme fossé et tout ça c'est dû à leur conversion qui a été catastrophique. Ils ont vraiment gâché énormément de situations. Et la réalité c'est qu'ils ont une super équipe, très bien coachée par Graham Potter. Ils se sont plutôt renforcés aussi avec par exemple l'arrivée de Marco Corella qui va être assez sympa à suivre. Ils n'ont pas vraiment adressé leurs problèmes d'efficacité en recrutant un buteur, mais je vois pas comment ils pourraient faire pire. Et à mon avis, il y aura un petit retour à la normale qui les placerait bien plus haut que la saison dernière. Voilà, 11e pour Brighton, ça me semble être, ça pourrait coller à leur production. 10e Aston Villa ensuite. Alors bien sûr, la grosse nouvelle du côté d'Aston Villa, le gros headline, c'est la perte de Jack Grealish. Mais derrière, ils se sont bien renforcés. Ils ont pris Dan Ings, comme on a dit, mais aussi Leon Bailey, Emi Buendia, Ashley Young, 36 ans, mais qui peut encore dépanner. Je crois qu'il joue titulaire pour eux sur ce début de saison au milieu de terrain. Axel Tuanzebe en défense centrale. Ils ont une base très solide, une super colonne vertébrale qu'ils ont depuis un moment, depuis la saison dernière, quand on va par exemple d'Emi Martinez au poste de gardien jusqu'à Oli Watkins en pointe. Et les recrues commencent déjà à bien fonctionner ensemble, click comme on dit en anglais. Le jeu combiné d'Ings sur le côté et sa passe décisive pour Buendia qui finit superbement, c'était contre Brentford le week-end dernier, pas mal. Le retourné acrobatique d'Ings contre Newcastle il y a 15 jours, pas mal non plus. Voilà, beaucoup de talent dans cette équipe, plus l'expérience de la Premier League qu'ils ont tous engrangé. Ils ont fini 11e en 2020-2021, je les vois bien autour de cette zone cette année. À nouveau donc 10e. Et au-dessus d'eux, Everton. Alors, Everton qui a changé de coach, Ancelotti qui est parti au Real Madrid, remplacé par Rafa Benitez, ça c'est leur grosse headline à eux. Et en recrutement nettement moins flashy que l'année dernière, où ils avaient pris James Rodriguez, Alan, Doucouré, entre autres. Cette fois, c'est Townsend, Rondon et Gray, le tout pour 2 millions d'euros de dépenses au total. Ils avaient pris Ben Godfrey aussi, on se souvient, l'été 2020. Mais globalement, il y a une très bonne équipe, bien renforcée par ses recrues l'année dernière. La question, c'est un peu de savoir quelle ambiance est-ce qu'il y aura à Everton cette saison. James qui voulait partir, qui n'est pas encore parti. Cette Bisbee, Richarlison, Calvert-Lewin, au moment de choisir le tireur de penalty, c'était il y a quelques semaines. Globalement, ils font un bon début de saison avec 7 points sur 9. Je ne sais pas s'ils vont beaucoup briller dans les grands matchs cette saison, mais ils ont plus de talent dans leur vestiaire qu'à peu près 2/3 des formations de Premier League. Ils sont très tranchants en transition, on l'avait vu contre Brighton il y a quelques jours aussi. Donc voilà, globalement Everton 9e, ça me semble plutôt cohérent. Et juste devant eux, Arsenal. Alors,
Bon, ça c'est peut-être un petit peu plus discutable. Le début de saison d'Arsenal, il est calamiteux. En stats réels, ils sont lanterne rouge. En classement corrigé, en fonction des XG, ils sont aussi lanterne rouge et d'encore plus. Ils ont engrangé moins d'un XPTS, Expected Points, sur cette saison. Globalement, ça veut dire qu'Arsenal, sur ce début de saison, c'est catastrophique. Il me semble y avoir un certain manque de leadership derrière. Alors, ils ont pris Ben White, qui était très bon à Brighton, mais pour l'instant, pas vraiment convaincu sur son début de saison et sur ses qualités de leader. Dommage de ne pas avoir gardé Saliba par exemple, à voir ce que Tomiyasu peut apporter, pris à Bologne. Ils ont pris Nuno Tavares aussi, Sambi Konga, Odegaard, il y a Emile Smith-Rowe, donc il y a du talent dans cette équipe, a priori. 6 recrues cet été, toutes entre 21 et 23 ans. Donc le plan est assez clair, je pense. Il se lie sur une perspective de moyen-long terme. Qu'est-ce que ça peut donner à court terme? Voilà, mon titre pour Arsenal, ce serait oui, mais pas tout de suite. Oui, peut-être, mais pas tout de suite. C'est pour ça que je les ai mis 8e seulement. J'ai vu leur match contre Brentford, tellement pauvre et sans idée, c'était vraiment catastrophique. Donc ils sont lanterne rouge et ils méritent d'y être. Maintenant, tout ce qu'on a dit au regard du classement corrigé, il faut aussi rappeler qu'ils ont joué contre Chelsea et Manchester City, deux des meilleures équipes de Premier League, peut-être les deux équipes qui vont se battre pour le titre cette saison. Donc voilà, ça permet de nuancer un peu ce point. Cette saison, ils joueront pas d'Europe non plus, pas de compétition européenne, ça va les aider. Et ils ont du matériel, ont bien recruté, on va dire, en volume, en qualité normalement, même s'il y a peut-être un petit manque de leadership dans cette équipe. Est-ce que ça peut fonctionner avec Arteta? Bon, on a vu avec Chelsea l'année dernière que même si ça fonctionne pas, si tu prends un très bon coach derrière, tu peux totalement transformer ta saison. Donc voilà, il me semble y avoir trop de talent pour voir Arsenal sombrer, vraiment être autour de la 13e, 14e place. J'irai pas jusque là. Voilà, pour moi c'est une équipe qui se bat entre la 10e et la 6e place, pas vraiment plus haut pour l'instant. Et donc je les ai mis 8e. À la 7e place maintenant, en 7e position, Leicester. Recrutement assez intéressant quand même, ils ont pris Vestergaard, comme on l'a dit, à Southampton, mais aussi Soumaré à Lille, Patson Daka à Salzbourg, qui avait claqué masse de buts en Autriche. Est-ce qu'il peut reproduire une partie de ses exploits en Première Ligue? En tout cas, c'est un profil de buteur super intéressant. Il y a une super base aussi au milieu avec Ndidi, Tillmans, Maddison. Maintenant derrière, c'est peut-être l'interrogation. Tchalar Söyüncü, dont on a dit beaucoup de bonnes choses la saison dernière et la saison d'avant aussi il me semble. Est-ce qu'il s'est remis de son euro vraiment en demi-teinte? C'est pas sûr, il enchaîne les moments un peu effrayants, comme contre West Ham il y a quelques jours, une grosse bourde qui coûte un but. Fofana, Wesley Fofana, jambe cassée pour lui, fin de saison quasiment. Ça c'est un vrai drame quand on est supporter de Leicester. L'année dernière, ils ont été très très proches du top 4 avant de s'écrouler en fin de saison, exactement comme en 2019-2020. Il semble y avoir une forme de malédiction, ou en tout cas un palier mental assez difficile à franchir pour Leicester. Est-ce que ça pourrait être la fin de leurs ambitions top 4? Ils vont jouer l'Europa League cette saison, ça va faire encore plus de matchs. Ils jouent contre Naples bientôt, d'ailleurs, il me semble. Voilà, un début de saison avec pas mal de réussite pour eux sur la base de leur production. Je pense qu'ils sont plutôt bien payés par rapport à ce qu'ils ont produit. Je doute qu'on les voit trop bas, mais peut-être moins haut aussi que ce qu'on pourrait espérer pour eux, en sachant que devant, je trouve que toutes les équipes sont assez impressionnantes. À commencer à la 6e place par West Ham. Ils ont un seul buteur, ça pourrait leur coûter cher. Ils ont un seul vrai avant-centre, c'est Antonio, mais pour l'instant, il donne plus que satisfaction. 4 buts déjà, et quelques super buts. C'est vraiment un sacré joueur. Se sont plutôt bien renforcés aussi cet été, alors Areola à voir, mais ils ont pris Zouma pour 35 millions d'euros, c'est peut-être un peu trop cher, mais ça va leur permettre de renforcer un secteur défensif qui pour l'instant m'interroge un peu. Ils ont pris Vlasic pour 30 millions d'euros, ça j'aime beaucoup. On avait parlé un petit peu de Vlasic dans l'épisode de Retour Croatie. Je pense que c'est un très bon move, une excellente addition. Alex Kral aussi, qu'on avait un petit peu vu à l'Euro cet été du côté de la République tchèque. Saïd Benrahma qui est arrivé l'hiver dernier, il y a 6 mois à peu près, il est déjà à 2 buts, 2 passes en 3 journées de Première Ligue, tout feu tout flamme, et ça c'est un super joueur. Bon, leur début de saison, 7 points sur 9 possibles, dans le jeu aussi, l'image de ce double 1-2, Antonio Fornals, ça c'était la semaine dernière contre Crystal Palace. La défense de surface fait un petit peu peur, comme on l'a dit, peut-être que ce sera mieux avec Zouma, mais il me semble y avoir une grosse amplitude pour cette équipe, leur plafond est super haut, et ils ont le potentiel pour être très divertissants, très excitants, beaucoup de buts marqués. Maintenant leur plancher est assez bas aussi, quand ça se passe mal, ça se passe vraiment mal, et ils sont peut-être à une seule blessure de se retrouver sans vrai numéro 9, donc si ça tient, ça pourrait bien tenir. Je les ai mis 6e, mais j'ai peut-être un doute, parce que pour moi c'est vraiment, il y a une grosse amplitude, et là on les a sans doute mis sur le top de leur amplitude. Ça c'est s'ils continuent à jouer comme ils jouent en ce début de saison, ils finiront 6e, mais peut-être un petit peu plus bas, peut-être que ça pourrait être interverti avec Leicester, Everton, Arsenal, de toute manière toutes ces équipes devraient être à peu près dans cette zone. Mais West Ham est super excitant et ça fait un petit moment, bon déjà l'année dernière c'était pas trop mal, mais ça faisait un petit moment que c'était moins le cas. Le retour au premier plan de West Ham me plaît plutôt.
Ça c'est pour West Ham. À la 5e place maintenant, et avant d'arriver au pied du top 4, qui va être notre moment de discussion le plus important, au pied du top 4, j'ai mis Tottenham. Alors Harry Kane est resté, c'est forcément une très très bonne chose pour eux, et mine de rien, ils ont consenti un petit renouvellement d'effectifs positif, je pense aussi pour eux, et ils ont lâché Juan Foyth, Alderweireld, Sissoko, Danny Rose, Lamela, Aurier, tous définitivement partis, et ils ont tenté des paris qui pourraient être assez intéressants. Emerson Royal, latéral droit, Brian Hill sur l'aile gauche, Pape Sarr qui était impressionnant à Metz en 2021, 18 ans seulement, et puis Golini et Romero de l'Atalanta. Est-ce qu'ils auront plus de jeux et plus de production sans Mourinho? On semble assister aussi à un retour en forme de Dele Alli. Il y a toujours Son et Bergwijn qui ont l'air d'être assez tranchants, percutants, à l'image de Bergwijn, son dribble contre les Wolves. Ils vont jouer la Conference League, ça pourrait peser un petit peu dans les pattes, mais le retour du public dans leur magnifique stade, globalement, quand je regarde du côté de Tottenham, je vois une équipe qui s'est nettement renforcée et qui aura peut-être pris ce qu'il y a de bon à prendre sous Mourinho, c'est-à-dire la mentalité, l'état d'esprit, la verticalité, le côté un peu tueur devant le but qui leur manquait auparavant, et c'est possible que cette transition leur réussisse plutôt bien, c'est-à-dire qu'ils aient pris les bons aspects qu'il y avait à prendre sous Mourinho pour aujourd'hui rencontrer un projet de jeu un peu plus étoffé et qui fera peut-être un petit peu plus confiance à la force offensive de Tottenham et qui pourra peut-être mettre tout ce réservoir de talent dans de meilleures dispositions. Ils ont fait quelques bonnes recrues aussi. Donc voilà, pour moi c'est une équipe absolument à suivre et qui pourrait vraiment venir toquer à la porte du top 4. Je les sens beaucoup mieux en tout cas que la saison dernière. Et voilà pour Tottenham. Maintenant, en parlant de ce top 4, je pense qu'il a rarement été aussi disputé que cette saison. C'est vraiment un top 4 très consistant. Pour moi, toutes les positions pourraient être interverties. Mais j'ai choisi pour démarrer Liverpool. Alors pour moi, l'histoire de Liverpool en 2021-2022, c'est celle de deux retours. D'abord celui de Virgil van Dijk et ensuite celui d'Anfield. Alors pour Van Dijk, bien sûr, c'était leur gros absent la saison dernière. Sans Van Dijk, ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. En plus, ils avaient eu plusieurs blessures successives au poste de défenseurs centraux, avaient dû beaucoup bricoler. Là, avec Van Dijk, il s'offre, on l'a vu déjà sur ce début de saison, il est bien revenu en plus, il s'offre un poids énorme dans la surface, un atout aussi pour couvrir les transitions adverses, sa lecture de l'espace est vraiment hors norme, mais c'est aussi un bon joueur pour initier les offensives de Liverpool, avec son jeu long, qui est son jeu oblique, qui est peut-être le deuxième meilleur de Premier League pour un central derrière Vestergaard. C'est vraiment un super joueur de ce point de vue. Donc voilà, le retour de Van Dijk, c'est top, et bien sûr le retour d'Anfield, le retour du public à Anfield, c'est un énorme point. L'année dernière, ils avaient perdu un peu ce côté forteresse imprenable. L'année dernière, ils avaient enchaîné 8 matchs consécutifs de Premier League à domicile sans victoire, 6 défaites en plus sur les 8, alors qu'auparavant, ils étaient sur une série de quasiment 2 ans sans perdre à Anfield à domicile, 50, autour de 60 matchs, je ne me souviens plus à peu près, mais 2 ans, quasiment. Voilà, là, avec le retour du public, et on le voit d'ailleurs, la réaction sur le penalty de Salah contre Chelsea, ça donne un sourire immense, il y a vraiment une très très grosse ambiance. Tu sens le kiff de retrouver cette ambiance même sur le visage de Salah, et je pense que ça peut porter cette équipe, véritablement. Il y a des points négatifs, bien sûr, le départ de Wijnaldum qui n'a pas vraiment été remplacé. Est-ce que Naby Keita peut enfin faire une saison pleine ? Est-ce que Harvey Elliott aussi, auquel Klopp a donné pas mal de minutes pour l'instant, est-ce qu'il peut être vraiment une sensation ? Est-ce qu'on peut voir un retour de Thiago aussi, qui avait plutôt bien fini la saison dernière ? Globalement, pas beaucoup d'activité pour eux sur le marché des transferts. Konaté, ok, mais il n'a pas vraiment vocation, de mon point de vue, encore à rentrer dans le 11. C'est peut-être un pari sur l'avenir. Pour Liverpool, je pense pas qu'il sera tout de suite devant Matip, par exemple, du point de vue de Jürgen Klopp. J'ai un peu la sensation que cet effectif a conservé le même niveau de qualité que les années précédentes, mais avec une année en plus. Et pour un effectif comme celui de Liverpool, je ne suis pas certain que ce soit une très bonne chose. Firmino, par exemple, il va avoir 30 ans dans un mois. Salah et Mané en ont 29, 30 pour Van Dijk, 30 pour Matip, 30 pour Thiago. Bon, la conclusion, c'est que ça reste Liverpool, ils ont une très très bonne base, il y a Klopp, il y a Anfield, il y a Salah qui lui a jamais vraiment baissé de niveau pour l'instant, il y a Jota aussi qui est un super finisseur. Ils ont bien commencé la saison avec quelques mouvements vraiment impressionnants, à l'image de leur deuxième but contre Burnley par exemple. Je les mets quatrième parce qu'il faut choisir un quatrième, et pour moi la tendance de Liverpool, elle est un petit peu déclinante par rapport aux autres protagonistes qu'on va évoquer. Maintenant, dans un an, on revient et ils ont pris le titre, ça m'étonnerait pas non plus. Vraiment, ça va être une énorme bataille sur ce top 4. Liverpool top 4, Liverpool 4ème. Et on suivi ensuite à la 3ème place, grosse surprise quand même quand on considère la dynamique des dernières saisons, à la 3ème place, Manchester City. Toujours d'aussi grosses bases sur la durée pour eux, mais est-ce qu'ils peuvent être aussi forts contre les gros ? Ça c'est un peu l'interrogation centrale. Autour de Manchester City, bien sûr, ils ont été champions l'année dernière avec 12 points d'avance, ils sont toujours aussi forts sur la durée, c'est une vraie équipe de championnat. Ils viennent de passer 2-5-0 consécutifs contre Norwich et Arsenal, ils ont toujours un des effectifs les plus profonds d'Europe, auquel est venu s'ajouter en plus Jack Grealish.
mais il semble peut-être un petit peu moins imprenable qu'avant. À partir de mars 2021, la saison dernière, ils ont été battus dans presque tous leurs gros matchs, contre United en Premier League 0-1, contre Chelsea à 3 reprises, en Premier League, bien sûr en finale de FA Cup et en finale de Ligue des Champions. Il y a quelques semaines aussi, contre Leicester, ils ont perdu le Community Shield, et ils ont perdu contre Tottenham en ouverture de Premier League, sur ces 6 matchs, contre 6 gros, un seul but marqué en plus. D'ailleurs, il leur manque toujours un 9, puisqu'Aguero est définitivement parti, il reste uniquement Gabriel Jesus. Kevin De Bruyne est encore là, c'est mon joueur préféré, un de mes joueurs préférés en tout cas sur l'ensemble du foot européen. Le foot moderne, maintenant, il démarre encore la saison blessé. Sur ses 3 derniers exercices à Man City, toutes ces blessures lui ont quand même coûté 46 matchs. Donc voilà, Kevin De Bruyne c'est très bien, mais il faut qu'il joue pour que Man City soit performant. Ma conclusion sur Man City, c'est qu'ils seront évidemment dans la bataille. Je les mets 3e, la réalité c'est que ce serait quand même une surprise de ne pas les voir dans le top 2. Ils sont ceux qui ont le plus d'expérience sans doute, c'est quand même un groupe qui ensemble a gagné 3 des 4 derniers titres de Premier League. Ils sont peut-être les plus réguliers, mais je les vois peut-être gagner aussi moins de match-up décisifs contre les très gros que leurs rivaux. Ça pourrait coûter. Donc voilà, Man City 3e. Suivi ensuite, et là on a notre classement final, de Manchester United, dauphin, et Chelsea champion. Donc, alors on commence par Manchester United, peut-être plus de désir et de motivation de leur côté que chez tous les autres rivaux de Premier League. Déjà, ils ont été les dauphins l'année dernière, plusieurs de leurs joueurs sont vraiment au pic de leur carrière, la paire Pogba, Bruno Fernandes, notamment en ouverture, mais pas que, on a vu à quel point elle est impressionnante. Les latéraux, Luke Shaw et Wan-Bissaka, dont on parle peut-être un peu moins, qui t'apportent des choses très différentes, mais à un très haut niveau. Shaw, c'est un super élément offensif, Wan-Bissaka un super élément défensif. Ils apportent des choses très différentes, mais ils les apportent en quantité. Ils ont ajouté à tout ça, comme on le sait bien sûr, leur mercato impressionnant, Jadon Sancho, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en dire plus ? Peut-être oui quand même sur les points négatifs. Peut-être que sur la base du milieu de terrain, McTominay et surtout Fred, ça pose question. C'est peut-être les points faibles de l'équipe. Il manque sans doute un 6 de vraie classe mondiale pour avoir un effectif complet, un 11 complet en tout cas, avec que des joueurs de calibre élite. Est-ce que tu pourrais progresser sur ce milieu de terrain en y intégrant Lindelof par exemple, qui a perdu sa place de titulaire en défense centrale forcément avec l'arrivée de Varane ? Le meilleur positionnement de Pogba, c'est sans doute ce rôle de milieu offensif gauche, mais en l'état, si tu alignes ton meilleur 11 avec Pogba, milieu offensif gauche, ça veut dire que tu laisses Rashford et Greenwood sur le banc. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu peux mettre d'entrée de jeu Pogba-McTominay par exemple, Pogba-Lindelof peut-être, Rashford, Bruno Fernandes et donc Sancho, et Ronaldo en pointe, avec derrière Shaw, Varane, Maguire et Wan-Bissaka, c'est quand même pas mal. Donc Solskjaer, on sait qu'il est capable de coups tactiques, contre les gros notamment, il est rarement dépassé sur les gros affrontements. Maintenant, est-ce qu'il est capable aussi de trouver la solution sur 38 journées, notamment face au bloc bas ? Pour moi, ça reste un des gros talons d'Achille de Manchester United. United face au bloc bas, le manque de, on va dire, philosophie globale, d'une idée de jeu globale qui pourrait les porter sur l'ensemble d'un championnat par rapport à Manchester City, c'est sûr que c'est leur faiblesse. Manchester City qui marque 8 buts sur 10, c'est les mêmes buts pour eux. Voilà, ma conclusion cette fois sur United, et on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais c'est quand même l'arrivée de Cristiano Ronaldo qui va leur apporter au-delà de l'apport dans le jeu et des buts qui leur garantit d'une certaine manière. C'est vraiment le supplément d'âme et de mentalité qui peut-être leur manquait, en tout cas qu'ils avaient commencé à développer avec Bruno Fernandes, mais qui maintenant avec Cristiano Ronaldo va, on va dire, infuser l'ensemble de l'effectif. Il va y avoir un tel enthousiasme en plus autour d'Old Trafford qui va être bouillant à chaque match. J'ai tellement hâte déjà de les voir contre Newcastle samedi 16h. Et puis encore plus solide derrière avec Varane. Je vois un énorme Manchester United cette saison qui aura franchi un cap mentalement, qui convertira encore mieux ses occasions. Ronaldo, on sait que l'apport dans le jeu est limité, mais son efficacité dans la surface, l'efficacité que tu t'es rajouté aussi dans ta surface avec l'arrivée de Varane. Bon, c'est une équipe qui fait très très peur. Voilà, sur ce top 4, je pense que les 4 équipes peuvent finir championnes. Ça pourrait être aussi le cas de Manchester United, ça pourrait être le cas de Man City, de Liverpool, mais j'ai choisi Chelsea. Alors là, l'idée, c'est peut-être qu'on a une équipe qui est très très difficile à battre sur un match ou sur deux, et qui pourrait progresser encore plus sur, on va dire, sa capacité à être forte et gagner la plupart de ses rencontres sur 38 journées, devenir une vraie équipe de championnat. Je pense que Tuchel a ce qu'il faut, et je pense que Chelsea a les principes et peut implémenter ses principes pour être une équipe un peu guardiolienne qui remporte la plupart de ses rencontres, qui écrase les blocs bas. Je pense qu'ils ont ça en eux, donc c'est un peu l'idée. C'est une équipe qui a fini championne d'Europe l'année dernière grâce à sa solidité défensive, avant tout grâce à sa solidité défensive impressionnante, qui a énormément progressé sous Tuchel et qui me semble avoir encore de la marge. C'est peut-être ça aussi un point important.
L'année dernière, ils sont la seule équipe des 14 premières, sur les 14 équipes qui ont fini en tête le top 14 de Premier League la saison dernière. Ils sont la seule équipe de ce top 14 à avoir marqué moins de points que ce qu'ils auraient dû. Quand on regarde à nouveau les expected points, et même significativement moins, 10 de moins, tout ça c'est la faute à une énorme sous-performance devant le but. Quelque part le cliché de Timo Werner qui finit pas ses occasions, ça a été une réalité. Ils ont vraiment marqué beaucoup moins de buts que ce que leur production aurait dû leur offrir. Seulement 58 buts pour une production de 68,66 XG. Avec Lukaku, pour moi, tu marques ces 10-15 buts de plus et tu prends ces 10-15 points de plus facilement, ce qui aurait déjà offert l'année dernière un rôle de dauphin à Chelsea alors qu'ils avaient très mal démarré la saison avec Frank Lampard. Pour moi, ils ont un effectif super vaste, peut-être le plus fourni d'Europe. C'était déjà le cas l'année dernière, mais en ajoutant en plus Lukaku, Saunigues aussi, pourquoi pas, tous les postes sont plus que doublés. Ils ont plein de joueurs qui vont continuer à progresser, quand on voit déjà la fin de saison dernière et le début de saison actuelle de Kai Havertz qui est impressionnant. Ma conclusion, c'est que c'est l'heure pour Tourelle de prouver qu'il est un Championship Winning Manager, un entraîneur qui gagne des championnats et des championnats importants, et de gagner ce que beaucoup d'entraîneurs considèrent être comme le titre le plus difficile à remporter, celui de champion d'Angleterre. Je pense qu'il a la qualité pour, et je pense que cet effectif super fourni du côté de Chelsea a la qualité pour. Ma conclusion en général maintenant, c'est que ce sera très très serré sur ce quatuor de tête. La réalité, c'est que Man City reste une des équipes les plus performantes semaine après semaine, et généralement c'est ça qui fait gagner des titres, c'est ça qui fait gagner des championnats. Mais avec d'un côté ce Manchester United ultra renforcé, de l'autre ce Chelsea qui va vivre l'an 2 de Tuchel, et généralement la deuxième saison, la deuxième génération d'une équipe coachée par un nouvel entraîneur. C'est une équipe qui progresse encore plus, pas mal de pépites de partout. Le niveau de compétition va vraiment grimper d'un cran, je pense. Des équipes qui se sont très bien renforcées. Attention à Liverpool aussi, attention à Tottenham peut-être dans une moindre mesure. Plein d'équipes même dans le ventre mou qui seront super excitantes. Je pense qu'on a de la chance en France parce que notre Ligue 1, et on va avoir l'occasion d'en parler dans quelques jours avec mes pronos de Ligue 1, mon classement de Ligue 1, on a de la chance parce que notre Ligue 1 est très très intéressante à suivre, mais la Première Ligue aussi. Franchement, j'ai beaucoup d'attentes sur cette saison de Première Ligue, avec en plus le retour du public qu'on sent vraiment bouillant dans tous les matchs que j'ai vus pour l'instant, tous les résumés. On sent qu'il y a un plaisir immense de revenir au stade, donc ça va mettre une ambiance phénoménale. On risque pour moi d'avoir vraiment, sincèrement, la plus belle édition de Premier League depuis très très longtemps. C'est peut-être la saison à ne pas rater. Donc voilà, j'espère que ça fait grimper un petit peu le niveau d'attente, de hype, de tension pour vous autour de cette saison de Premier League. C'est une que je suivrai avec l'intérêt le plus fort qui existe. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez à peu près de ce classement. Je pense qu'il y a plein de positions qu'on pourrait invertir, mais si on a autant de réussite que la saison dernière, ça pourrait bien fonctionner. Alors la dernière partie, avec mon sponsor BetClick, les quelques paris qui pourraient avoir une chance de se réaliser et qui sont plutôt bien cotés, on a un double chance vainqueur, soit Manchester United, soit Chelsea, c'est un pari on va dire assez cohérent, avec le top qu'on a fait, maintenant attention à Man City notamment, à Liverpool aussi, mais le double chance vainqueur Manchester United ou Chelsea à 2,30, pas trop mal. Si vous êtes vraiment friand et vraiment partisan de ce Chelsea vainqueur, ils sont à 3,75. Et vous avez United, seul vainqueur aussi, à 6. United qui est pour les bookmakers, en tout cas pour BetClick, qui est le 4e vainqueur par ordre de probabilité. Le premier c'est Man City, ensuite Chelsea, ensuite Liverpool. Et United à 6. Et peut-être une dernière chose, en tant que meilleur buteur de Premier League, vous avez Cristiano Ronaldo à 5. Je crois que Lukaku, c'est le favori, il est à 4,50. Quelque chose comme ça, meilleur buteur de Premier League, Cristiano Ronaldo à 5. À nouveau, si tout ça vous intéresse, que vous voulez donner un vrai coup de pouce à la chaîne et aussi profiter de leur offre de bienvenue, sachez que vous avez 100 € offerts en pari gratuit à l'inscription sur BetClick en utilisant le code promo WILOU. Je vous mets tous les liens qu'il faut en commentaire, en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Peut-être une analyse historique, peut-être mes pronos de Ligue 1 qui devraient normalement arriver cette semaine. Voilà, plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne. Si vous voulez pas rater tout ça, vous pouvez vous abonner. Et de notre côté, on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et de vos proches, passez une excellente soirée et un super début de semaine. On se dit à bientôt. Bisous.